La France, ce sont des Frances qui ont été cousues ensemble. C'est une très très belle formule de Fernand Braudel qu'il a donnée dans un entretien au journal Le Monde en 1985, peu avant sa mort. Et de fait, la diversité des religions, des croyances, des philosophies, mais aussi la diversité des usages culturels qui sont actuellement bien présentes dans notre société et donc dans nos établissements scolaires. Cette diversité, oui, elle est une richesse, elle existe et c'est une richesse. L'historien Jean-François Chanet, qui est actuellement recteur de l'Académie de Besançon, comme vous le savez, dans sa thèse sur ce qu'il appelle d'un mot, formule absolument géniale, magnifique, les petites patries. Il fait une thèse sur les petites patries, il a bien montré que les principes de l'unité nationale étaient alors clairement posés, c'était, voilà, mais en même temps, leur mise en œuvre s'est toujours accompagnée d'un pragmatisme intelligent. Bonjour Jean-Paul Delahaye. Bonjour. Vous venez de brosser devant les congressistes de la mission laïque française un rappel historique de la laïcité en France. Pour vous, la laïcité n'est pas une valeur. Des valeurs, ce sont l'égalité, la liberté, la fraternité et les moyens, la séparation et la neutralité de l'État. Expliquez-nous. Bien, la laïcité, c'est un principe d'organisation de la République. Les valeurs, c'est ce qui donne du sens à notre projet commun. La liberté de conscience, de croire, de ne pas croire, l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique, philosophique, religieuse, ethnique. Donc la laïcité, c'est un principe qui permet de rendre réelle vraiment la mise en œuvre de ces valeurs. Et pour cela, la laïcité a utilisé deux moyens, la séparation des églises et l'État et la neutralité de l'État. Donc c'est un principe d'organisation de la République qui rend possible la mise en œuvre effective, pratique des valeurs que nous proclamons par ailleurs. Si la République n'est pas laïque, on ne peut pas garantir aux citoyens leur liberté, quelle que soit la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, de changer de religion. Si la République n'est pas laïque, elle ne peut pas garantir l'égalité de ses citoyens en fonction de leur appartenance. Et je répète, il y a deux moyens pour cela. Il faut qu'il soit bien entendu que le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont séparés. Ça n'est pas dire que l'on dénie aux religions la possibilité d'avoir des fidèles et que ces fidèles croient évidemment très sincèrement aux dogmes religieux. Simplement, la République laïque distingue ce qui est de l'ordre des croyances, qui sont parfaitement respectables, et les croyants ont le droit de donner leur point de vue sur quantité de sujets de société, mais à un certain moment, c'est le pouvoir politique, c'est les représentants de la nation qui disent la loi. C'est ça la séparation. Et pour que tout cela soit possible, il faut que l'État soit garant de l'intérêt général, ne prenne parti pour aucune conviction religieuse, et donc c'est la neutralité de l'État et de ses personnels, à commencer par les enseignants qui, bien entendu, ont un strict devoir de neutralité dans les établissements scolaires. Alors, quand on regarde un petit peu le panel de ce qui s'est passé depuis le XVIIIe siècle, en fait, vous nous expliquez que tout ne s'est pas fait brutalement, mais que ça n'a pas été facile. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ça n'a pas été facile, ça a été de longs combats, parfois très vifs, très violents, avec une église catholique qui ne voulait pas céder un pouce de terrain sur la domination qu'elle exerçait de fait sur l'ensemble de la société. Mais les républicains de 1882, comme ceux de 1905, ont eu cette magnifique intelligence d'être à la fois ferme sur les principes, parce que sur ce principe, on ne transige pas, on sépare bien la religion de l'école, et Jules Ferry enlève l'enseignement religieux des programmes de l'école primaire pour le remplacer par une instruction morale et civique, et ils ne transigent pas sur ce principe, mais ils ont l'intelligence de considérer la société dans laquelle ils vivent et de se dire que s'il faut prendre un peu de temps pour que l'ensemble de la société accepte ce principe de séparation, eh bien on prendra le temps nécessaire. C'est pour ça que dans les programmes de Jules Ferry, en 1882, on laisse évidemment la possibilité aux parents d'avoir des enfants à l'école primaire laïque, mais d'avoir dans le programme d'instruction morale et civique les devoirs envers Dieu, qui surprend tout le monde aujourd'hui. Personne, on a tous oublié le fait que les programmes scolaires de Jules Ferry étaient en fait des programmes d'inspiration spiritualiste. On a tous oublié que la laïcisation du personnel de l'enseignement primaire ne s'est pas faite d'un goût de baguette magique, mais que les républicains ont laissé toute
le temps nécessaire pour que les instituteurs laïcs et puis surtout les institutrices laïques soient en nombre suffisant pour enseigner dans toutes les écoles primaires. Donc il y a effectivement une progressivité, un pragmatisme dans la mise en œuvre qui n'a blessé aucune conscience, tout en étant encore une fois ferme parce qu'on sait ce que l'on veut faire, mais si ça prend un petit peu de temps, ça n'est pas gênant parce que c'est pour arriver au bout du compte à ce que l'Église catholique, puisque c'est d'elle dont il s'agissait à l'époque, comprenne bien qu'il ne s'agit pas de la rayer d'un trait de plume de la société, mais de faire en sorte que les catholiques se rallient à la République, ce qui n'est pas évidemment être une attaque à l'égard de leurs convictions. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé justement avec la Troisième République et ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, bien entendu, même si les contextes politiques évidemment sont différents. La République laïque du temps des républicains de la Troisième République, c'était pour fonder une nation, donc construire une unité républicaine. Pour que la République existe, il faut former des républicains, et donc c'était ça le projet républicain. Aujourd'hui, la laïcité est appelée en renfort, si je puis dire, et plus que jamais un pilier fondamental de la République pour faire vivre une diversité qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre société. Et la laïcité, précisément, c'est la seule façon de comprendre et de travailler à ce que cette diversité soit vécue comme une richesse et certainement pas comme un handicap. Et cela, pensez-vous, est-ce que c'est effectivement vécu dans les établissements scolaires et par les élèves en particulier ? Alors, une étude du CNAL va permettre de le dire, et nous faisons un colloque le 13 juin 2018 à Paris pour rendre compte d'une enquête que nous avons effectuée sur les enseignants et la laïcité. Donc on verra ce que les enseignants ont à nous dire. Mais globalement, et encore une fois, je ne parle pas de cette enquête parce que nous n'avons pas encore les résultats, mais des enseignants, à condition qu'on les forme convenablement. Et sur la laïcité, on n'a pas été bon. On a vraiment été très négligent. Et depuis quelques années, on essaie de redresser la situation. Si les enseignants travaillent en équipe, sont soutenus par la hiérarchie à tous les niveaux, s'ils ont de bonnes conditions de travail, les enseignants sont en capacité de régler la plupart des situations qui peuvent apparaître difficiles, mais qui sont en fait les situations d'éducateurs face à des adolescents qui sont en construction et qui peuvent en effet avoir un certain nombre de questions à poser. On n'est pas naïf, on sait bien qu'il y a des situations beaucoup plus difficiles. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis. Il y a des endroits dans notre République, sur le territoire, où les enseignants sont confrontés à de plus grandes difficultés que d'autres, parce qu'il y a en effet un retour du religieux, avec parfois des pressions religieuses qui s'exercent. Et donc ça, il faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut certainement pas laisser nos enseignants isolés face à ces situations. C'est pour ça que j'ai dit que la création du Conseil des sages laïcité et que la création des équipes mobiles laïcité, fait religieux créées là il y a quelques semaines par le ministre vont évidemment dans le bon sens, parce que ça permet, en appui de toutes les mesures qui ont été prises précédemment, la charte de la laïcité, mais aussi toutes les actions de formation, les référents laïcité qui ont été créés, ça permet de faire en sorte qu'aucun enseignant dans ce pays ne puisse se sentir isolé s'il rencontre des difficultés. Alors certes, il faut rendre la laïcité aimable, mais vous ajoutez, il faut également élargir la base sociale de la réussite, qui est peut-être une des causes aujourd'hui de difficultés d'appréhension de cette laïcité. Il faut surtout aider l'école laïque à ne pas être le point de cristallisation de toutes les insatisfactions qui découlent du fait qu'en effet, la France est le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les destins scolaires. Et donc ça veut dire que notre école publique laïque n'est pas de ce point de vue exemplaire. C'est-à-dire que la République ne s'est pas donné les moyens que son école soit exemplaire des valeurs qu'elle demande aux citoyens de partager. Liberté, égalité, fraternité. Et les enseignants ne sont aucunement responsables de cela. C'est la société tout entière qui doit comprendre que ne pas travailler à de la mixité sociale, à de la mixité scolaire dans les établissements scolaires rend très difficile aux enseignants qui travaillent dans ces ghettos de pauvres, ça leur rend très difficile le travail d'enseignement fondé sur la raison, parce que quand on est dans des situations de précarisation, de chômage, d'exclusion, c'est très compliqué évidemment de comprendre que ce que l'on fait à l'école a vraiment un sens et n'est pas une fiction. Notre République ne doit plus
plus être une fiction dans certains territoires et il faut donc aider nos enseignants et on ne peut pas les aider si on ne recrée pas de la mixité sociale et scolaire. Et c'est pour ça que j'en ai parlé en fin de mon propos, parce que ça c'est un problème de citoyens. Nous, la catégorie sociale à laquelle nous appartenons, nos enfants et petits-enfants n'ont aucun problème à l'école. Mais les enfants des autres, ça n'est pas évidemment la même chose. Et il faut comprendre que l'école se transforme, qu'elle ne soit plus une école construite pour le tri et la sélection, mais qu'elle soit mobilisée pour la réussite de tous et personne n'y perdra. C'est-à-dire l'ensemble de la société, l'intérêt général supérieur de notre pays implique, oblige à ce qu'on élargisse la base sociale de la réussite. Sinon, celles et ceux qui, dans la société aujourd'hui, estiment qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, à l'école notamment, on aura beaucoup de difficultés à leur faire comprendre qu'ils ont les mêmes devoirs que les autres. En passant peut-être du vivre ensemble au faire ensemble? Absolument. Comme je l'ai dit, vivre ensemble ne me satisfait pas complètement parce que le maître et l'esclave vivent ensemble. Oui. Et sauf preuve du contraire, je pense que ce n'est pas notre projet de société. Parce que le vivre ensemble est très souvent compris comme vivre côte à côte. Et comme je l'ai dit, ça devient très souvent un face-à-face. Et donc il faut, parce que nous sommes des citoyens et que nous sommes actifs dans la République, il faut que ces citoyens fassent ensemble, travaillent ensemble, fassent société ensemble, beaucoup plus que vivre ensemble, juxtaposés et simplement côte à côte. Merci beaucoup Jean-Paul Delahaye. Je vous en prie, merci à vous.